عندنا 25 اذار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معنا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'identité de Majed El-Majed confirmée par des tests ADN. Le chef des brigades Abdallah Azzam a été arrêté par les services de renseignement de l'armée libanaise. L'enquête se poursuit au lendemain de l'attentat dans la banlieue sud de Beyrouth qui a fait 6 morts et une soixantaine de blessés. L'hypothèse d'une attaque suicide n'est pas écartée pour l'instant. 4 navires militaires font route vers la Syrie pour escorter l'arsenal chimique. Le bâtiment américain chargé de la destruction de ces armes est toujours à quai aux États-Unis. Et à suivre également dans ce journal, la fin est proche pour Ariel Sharon. Le fonctionnement de ses organes vitaux se dégrade graduellement. L'ancien Premier ministre israélien est plongé dans un coma depuis 8 ans. L'homme arrêté cette semaine par les services de renseignement de l'armée libanaise est bien Majed El-Majed. Son identité a été confirmée après avoir comparé son ADN avec celui d'un de ses proches. Majed El-Majed est le chef des brigades Abdallah Azzam, un groupe islamiste lié à Al-Qaïda et qui a revendiqué le double attentat suicide commis en novembre dernier contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Moins d'une semaine après l'attentat de Starco qui a tué l'ancien ministre Mohamed Chattah et 6 autres personnes, une nouvelle attaque a fait 6 morts et une soixantaine de blessés. Cette fois, c'est le quartier de Haret Hareg, en pleine zone résidentielle de la banlieue sud de Beyrouth, qui a été pris pour cible. Le Premier ministre sortant, Najib Miati, a décrété samedi journée de deuil national. Le procureur général et le commissaire du gouvernement n'écartent pas pour l'instant l'hypothèse d'une attaque suicide. L'enquête se concentre donc sur l'identité de la personne dont des restes ont été trouvés sur les lieux de l'explosion. Selon des sources proches de l'enquête, un document d'état civil appartenant à Khatib Mohamed Es-Satem, originaire de Wadi Khaled de Akkar, a été retrouvé. D'après certains médias, le jeune homme, né en 1994, est porté disparu depuis 4 jours. Son père en avait informé les forces de sécurité. Et puis les réactions internationales se multiplient au lendemain de l'attentat. Washington a condamné l'attaque, exhortant toutes les parties à éviter les actes de représailles. Le département d'État a par ailleurs réitéré le soutien des États-Unis à l'armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure. Il a également appelé à l'application des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que de l'accord de Taïf et de la déclaration de Barabda pour assurer la souveraineté du Liban. Même condamnation du côté de Paris qui a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. La France appelle l'ensemble des Libanais à œuvrer pour éviter une escalade de la violence et préserver l'unité nationale. Elle a également exprimé son soutien aux autorités libanaises dans leur détermination à combattre toutes les formes de terrorisme ainsi que leur engagement à lutter contre l'impunité. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban a pour sa part qualifié l'attentat d'acte criminel. Pour Ali Awad Hassiri, il n'y a pas de différence entre un terrorisme et un autre. Il estime que bâtir une entente nationale est le seul moyen de faire face à cette vague de violence. Le diplomate saoudien a enfin appelé certains médias à ne pas attiser les tensions et à œuvrer pour le calme. L'éventualité de la formation d'un nouveau gouvernement semble de plus en plus éloignée en ce début d'année, mais Tamam Salam se veut rassurant. Le Premier ministre désigné a assuré que son cabinet sera de nature transitoire, puisqu'il pavera la voie à l'élection présidentielle. Selon lui, ce gouvernement ne restera pas le même après l'échéance du 25 mai 2014. Salam dit ainsi vouloir donner encore une petite chance aux différents protagonistes pour s'accorder sur la formation d'un cabinet qui permettrait de sortir le Liban de la crise actuelle. Il estime qu'attendre davantage ne ferait que nuire aux intérêts du Liban. Le Premier ministre désigné s'est cependant abstenu de donner des détails sur la date de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement, le nombre des ministres ou encore la répartition des portefeuilles. Des responsables israéliens et américains soupçonnent le Hezbollah de transférer au Liban des pièces d'un puissant missile anti-navire en provenance de Syrie. C'est en tout cas ce que rapportent le Wall Street Journal et le New York Times. Ces systèmes seraient transférés par pièces détachées sous la supervision des forces spéciales des gardiens de la révolution iranien. Objectif, éviter une opération israélienne pendant le transfert. Toujours selon les journaux, d'autres systèmes qui peuvent être utilisés contre des avions de chasse ou des bases militaires israéliennes sont stockés dans des dépôts en Syrie sous le contrôle du Hezbollah. Ce genre de missile constitue une évolution majeure dans l'arsenal du Hezbollah, qui est surtout composé de roquettes et de missiles balistiques.
Les armes chimiques syriennes sont prêtes à quitter le pays. La force navale conjointe dano-norvégienne va prendre en charge ces armes pour les envoyer sur leur lieu de destruction. Plusieurs solutions ont été retenues en fonction de la cargaison prise en charge. Une partie doit aller à bord du USS Cape Ray, aménagé pour cette opération. Des équipements spéciaux vont permettre la neutralisation par hydrolyse de quelques 700 tonnes d'agents toxiques, une tâche qui devrait prendre 2 à 3 mois. Le bâtiment de guerre appareillera d'ici 2 semaines en direction de la mer Méditerranée. Damas a accepté la destruction de l'intégralité de son stock d'armes chimiques d'ici la fin juin. C'est une question de jours ou peut-être même d'heures pour Ariel Sharon qui est proche de la mort. L'ancien Premier ministre israélien est plongé dans le coma depuis 8 ans. Son état de santé s'est brusquement détérioré cette semaine. Selon le directeur de l'hôpital où il est soigné à Tel Aviv, le fonctionnement de ses organes vitaux se dégrade graduellement. Victime d'une attaque cérébrale le 4 janvier 2006 alors qu'il était Premier ministre d'Israël, il a aujourd'hui 85 ans et n'a jamais montré un signe de réveil. De toutes les guerres israélo-arabes, le soldat, puis le général, puis le ministre de la Défense, Ariel Sharon, a notamment mené l'invasion du Liban en 1982. Il a depuis été reconnu directement responsable des massacres commis dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Après avoir soutenu la colonisation, il crée la surprise en 2005 en annonçant le retrait de l'armée et des colons israéliens de la bande de Gaza. Des funérailles nationales sont en préparation. Nouveau marathon diplomatique de John Kerry au Proche-Orient. Il s'agit de la 10e visite du secrétaire d'État américain dans la région depuis sa prise de fonction en février dernier. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré son homologue israélien Avigdor Lieberman ce matin, au 2e jour de sa visite. Il s'est également entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. John Kerry doit aussi rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas cet après-midi. Il veut discuter d'un accord cadre avec les deux camps, un accord pour réduire les différences et tracer les grandes lignes d'un règlement définitif. Dans un instant, manifestation silencieuse pour les 45 ans de Michael Schumacher qui est toujours dans le coma. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Un ordinateur quantum capable de décrypter presque n'importe quel encodage. Voilà ce à quoi travaille la NSA, selon le Washington Post. Le journal cite des documents divulgués par l'ancien consultant Edward Snowden. Cet ordinateur permettrait à l'Agence nationale de sécurité américaine de briser les codes informatiques qui protègent des secrets bancaires, médicaux, des informations gouvernementales ou du monde des affaires. Cependant, des experts estiment peu probable que la NSA soit sur le point de créer une telle machine sans que la communauté scientifique soit au courant. Après le Mali, le ministre français de la Défense s'est rendu en Centrafrique. Dans un discours aux soldats basé à Bangui, la capitale, Jean-Yves Le Drian a écarté le risque d'enlisement de l'armée française dans le pays. Quelques 1600 soldats ont été déployés dans le cadre de la force Sangaris, nom de code de l'opération militaire française entamée le 5 décembre en Centrafrique. Son objectif, tenter d'enrayer l'engrenage de violences communautaires et interreligieuses. Pour Jean-Yves Le Drian, il était nécessaire d'intervenir militairement sur le continent africain. On l'écoute. Je suis venu en Afrique pour saluer toutes les forces qui sont impliquées dans les opérations de lutte contre le terrorisme et dans les opérations de lutte contre toutes les déstabilisations. Parce que cette lutte, ce combat, c'est à la fois la sécurité de ces États, de ces populations, dont nous avons mission de protéger, mais c'est aussi la sécurité de la France. En 24 heures, la marine militaire italienne a sauvé plus de 1000 migrants. 823 réfugiés ont été récupérés la nuit dernière, auxquels s'ajoutent les 233 de mercredi dernier. Ils viennent d'Érythrée, du Nigeria, de Somalie, de Zambie, du Mali, d'Égypte, d'Irak, du Pakistan ou encore de Tunisie. 6 navires militaires ainsi que des hélicoptères ont été impliqués dans ces opérations. Ces réfugiés devraient rejoindre dès demain le port sicilien d'Augusta, où le ministre italien de l'Intérieur a décidé de les transférer pour décharger notamment Lampedusa qui croule sous l'afflux de migrants clandestins. L'opération Mare Nostrum a été lancée mi-octobre par l'Italie pour éviter que des drames tels que celui de Lampedusa en octobre dernier ne se reproduisent. 366 migrants s'étaient alors noyés.
En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, la première tempête de neige de l'année s'abat sur le nord-est des États-Unis. Les gouverneurs des États de New York et de New Jersey ont déclaré l'état d'urgence et demandé aux habitants de rester chez eux. Dans toute la région, les aéroports sont très perturbés. Plus de 1800 vols ont été annulés et plus de 4500 retardés. La météo nationale prévoit des chutes de neige de 15 à 25 cm. Des températures glaciales inférieures à moins 15 degrés Celsius sont aussi attendues. Le Premier ministre indien ne va pas briguer de nouveaux mandats après les élections législatives de mai prochain. Manmohan Singh, qui est à la tête du gouvernement depuis 10 ans, est âgé de 81 ans. Il a dit espérer que son successeur soit choisi par la coalition actuelle, dominée par le parti du Congrès. Le Congrès qui doit faire face au ralentissement économique et à une série d'affaires de corruption. Et puis au Cambodge, la police a ouvert le feu sur une manifestation d'ouvriers du textile dans la capitale Phnom Penh. Au moins 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées. Les ouvriers réclament le doublement de leur salaire pour passer de 80 à 160 $ par mois. Le secteur du textile est une des clés de l'économie cambodgienne et emploie plus de 600 000 personnes, dont les 2 tiers travaillent pour des sociétés exportatrices. 45 ans, aujourd'hui, c'est un bien triste anniversaire pour Michael Schumacher et sa famille. Le champion de Formule 1 est dans le coma depuis 5 jours. Et comme tous les jours depuis son accident de ski, sa femme, Corinna, est venue lui rendre visite au CHU de Grenoble. Devant l'hôpital, quelques dizaines de membres des clubs Ferrari et des fans sont venus spécialement apporter leur soutien en ce jour. Un rassemblement silencieux aux couleurs de Ferrari, l'écurie de course avec laquelle le pilote allemand a remporté la plupart de ses victoires. Michael Schumacher a été opéré à 2 reprises après son traumatisme crânien. Aucune information ne filtre depuis mercredi sur son état de santé, alors qualifié de stable mais toujours critique. Ses fans ne souhaitent qu'une seule chose, qu'il remporte encore une course, celle pour sa vie, la plus importante des victoires. Réaction. J'ai pas un sentiment de peur ou quoi que ce soit parce que je suis sûr qu'il va s'en sortir et j'en suis certain, c'est un combattant, c'est un champion. Donc pour l'instant, rien ne me fait peur, je me fais pas de soucis pour lui, il va s'en sortir. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'identité de Majed El Majed confirmée par des tests ADN. Le chef des brigades, Abdallah Azam, a été arrêté par les services de renseignement de l'armée libanaise. L'enquête se poursuit au lendemain de l'attentat dans la banlieue sud de Beyrouth qui a fait 6 morts et une 60aine de blessés. L'hypothèse d'une attaque suicide n'est pas écartée pour l'instant. 4 navires militaires font route vers la Syrie pour escorter l'arsenal chimique. Le bâtiment américain chargé de la destruction de ces armes est toujours à quai aux États-Unis. Et puis la fin est proche pour Ariel Sharon. Le fonctionnement de ses organes vitaux se dégrade graduellement. L'ancien Premier ministre israélien est plongé dans un coma depuis 8 ans. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. في عندنا 25 اذار نعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب معنا.